Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Bonjour Gansman. madame. Et bonjour Daphné Roulier. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir. C'est la première fois qu'on vous reçoit. Pourtant, vous êtes très active. L'année dernière, vous aviez une émission. Je dis bonjour à Cécile de Minibus. Vous aviez une émission culture sur Paris Première. Et on va parler avec vous de ce nouveau rendez-vous pour vous. En tout cas, les grands entretiens de Daphné Roulier sur LCP. Les grands entretiens qui démarrent ce 17 janvier et qui a pour thème la résilience. Absolument. Et puis c'est notre maman, mais parce qu'elle présentait plus clair pendant des années sur les médias. C'est grâce à elle. Mais oui, sur les émissions. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Commencé, c'était plus clair. Pour les grandes émissions médias. 4 années plus clair. Donc vous connaissez tout ce qu'on fait dans les médias, les interviews. Vous l'avez fait pendant 4 ans. Mais oui. Cécile veut vous dire bonjour, je crois. Non. Bonjour. Bonjour. Voilà. Si on est à l'antenne, mais c'est bien. Non, mais ça montre qu'on est une grande famille. C'est ce que j'étais en train de dire. Voilà, c'est l'improvisation, c'est les joies du direct. Merci Cécile. Voilà, Cécile était dans le studio d'à côté, donc vous voyez, on est en famille. Et puis elle rentre dans ma chambre et elle dit bonjour à mes invités. Voilà. Et ça s'embrasse. Et ça s'embrasse. Non, on s'embrasse pas. On garde les distances. Ça plexiglas. Voilà, exactement. Je suis content d'être dans votre chambre. Oui. Ça me fait plaisir. Alors Gilles, oui. Alors la question du jour, la question du jour, elle est en rapport évidemment avec notre invitée Daphné Roulier. Est-+ce que vous pensez que Canal+, puisque ça a été longtemps votre chaîne, a-t-elle perdu son impertinence? Est-ce que vous regrettez un peu l'ancien Canal+? On vous pose la question sur le Twitter de Sud Radio. Eh bien oui à 92%. Ouais, c'est pas très surprenant. Non à 8%. Oui, évidemment, vous trouvez que Canal+ a perdu son impertinence. Je vous laisse poser la question, Daphné Roulier. Il faut que je réponde à cette question. Oui, parce que c'est l'intervieweuse interviewée aujourd'hui. Vous savez, l'autre jour, j'étais en train de réécouter des interviews de Coluche. Ouais. Et je me disais qu'aujourd'hui, c'était absolument impossible de refaire ce qu'elle avait fait. Ouais. Donc, est-ce que Canal+ a perdu son impertinence? Je pense que l'époque a perdu son impertinence. Ouais. Qu'il y a de la fausse impertinence partout et beaucoup moins de liberté. Et c'est pas propre à Canal. Non. Maintenant, quand vous regardez La Gaule d'Antoine, pardon pour parler, mais on reste en famille. C'est une émission de télévision. C'est une émission de télévision. Antoine Decaune, qui est votre mari, absolument. Donc, c'est 2 fois. Quel bonheur. Voilà. Il est extrêmement impertinent. Donc voilà. Oui, il a gardé lui. Il a gardé sa ligne, son regard, sa ligne et sa manière d'être. Mais avec une liberté absolue. Maintenant, je pense que l'impertinence, elle s'est un peu abrasée. Un peu partout. Ouais. L'époque n'est pas vraiment à l'impertinence, à la rigolade, à la légèreté, à l'insouciance. Il y a du peu partout aussi. Mais d'après vous, il faut être nostalgique de l'ancien Canal+ où la vie avance? Je pense qu'il faut être nostalgique de rien. Je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets. Il faut regarder. Il faut bien parler dans le micro. Pardon. Il y a des cycles. Voilà, il n'y a pas de raison. Il y a des choses qui sont formidables sur Canal. Il y a des périodes plus ou moins fastes. Ouais. Voilà. Non, il faut pas. Et puis il y a des époques. Je pense que l'époque, encore une fois, n'est pas du tout à l'impertinence aujourd'hui. Alors Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. On l'a appris ce matin et on vient d'en parler dans la matinale de Patrick Roger et de Cécile de Minibus. Georges Pernou, l'animateur emblématique de Thalassa, est décédé à l'âge de 73 ans des suites d'une longue maladie. De 1975, Valérie, à 2017, une des émissions les plus longues de la télé. Il était aussi le créateur de Faut pas rêver. Ce matin, on a plein d'embrun dans nos yeux. Voilà, ces 42 années passées à bord de Thalassa ont d'abord été pour moi un immense plaisir. Celui de vous faire partager les beautés du monde maritime et les histoires d'hommes et de femmes qui vivent la mer au quotidien. Avec vos émissions, on voyage. On voyage, on apprend, on retient, vraiment. Oui, c'est super. Félicitations, monsieur. Ça donne envie. Et félicitations à tout le monde. J'ai le sentiment d'avoir été un homme privilégié, d'avoir eu beaucoup de chance. Voilà, Georges Pernou, c'était quand même... On rappelle quand même, ce matin, évidemment, et c'est normal, France Télévisions lui rend hommage, en particulier Delphine Ernotte, mais elle s'était, prononcée pour la fin de ces hommes blancs de plus de 50 ans, et il a été poussé vers la sortie. Donc oui, c'est bien de rendre hommage, mais il y a une forme d'hypocrisie aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, Daphné. Pas grand-chose. Je pense que de toute façon, les femmes de plus de 50 ans, déjà, c'est... Allez, parlons déjà des femmes de plus de 50 ans à la télévision. On va monter un mouvement.
Exactement, voilà. Alors, après... Carnet noir avec la disparition de Hubert Auriol, le champion du Dakar sur 2 ou 4 roues. Il était aussi le premier animateur de Koh-Lanta. Allez, retour dans le passé, nous sommes le 4 août 2001 sur TF1, il est 19h, nous sommes un dimanche. Il ne reste que 9 aventuriers sur les 16 qui ont été naufragés au large de l'île de Koh-Lanta. Un seul d'entre eux vient le cœur léger. Ce soir, c'est William qui a gagné l'épreuve d'immunité. Ils sont à nouveau envahis par les doutes et les soupçons. Ce soir, ils sont 9. À l'issue du conseil, ils seront 8. Stéphane, l'équipe a voté. Il en est ainsi. Et oui, incroyable, on avait oublié qu'il était... oui, c'était à la place de 7 sur 7 où ça avait démarré le dimanche. Le son aussi. C'est Radio Nostalgie ce soir. Le son était 2000 ans. Oui, bien sûr. Ah, bien, revenons en 2021. Je ne sais pas si ça vaut mieux de revenir en 2021. Je vous emmène dans un avion. On les savait capables de saccager la démocratie et le Capitole. Les supporters de Donald Trump ont aussi saccagé un avion. Ils ont refusé de mettre le masque. C'était dans un avion qui les ramenait vers le Kansas. Ils hurlaient au point où le capitaine les a menacés de débarquer. Voilà ce qui a été enregistré dans l'avion. C'est dément, ça. C'est dingue. J'ai pas vu ça. Non, moi non plus, je n'avais pas vu. Ah, vous n'avez pas vu dans l'avion, ils ne voulaient pas mettre de masque, ils se sont levés, ils disaient USA, le commandant de bord a dit on va s'arrêter, je vais vous débarquer au Kansas. Et au même moment, sur toutes les télés américaines, Arnold Schwarzenegger comparait les Proud Boys aux nazis. Voici la version originale. Now, I grew up in Austria. I'm very aware of Kristallnacht, or the Night of Broken Glass. It was a night of rampage against the Jews carried out in 1938 at the Nazi equivalent of the Proud Boys. Il expliquait qu'il avait connu, lui, en Europe. Oui, évidemment. il est né après la guerre et il a connu les conséquences. Voilà. Alors, certains ont trouvé que c'était exagéré. Il a surtout sorti... Il a franchi le point Godwin. Voilà, oui, un peu quand même, non ça vous manque, les infos ou pas? Vous avez présenté pendant très longtemps le journal de Nulle part ailleurs. Vous continuez à être une toxico de l'info? Oui, mais c'est ça à vie, je pense. De toute façon, on est tellement... on est sous une avalanche d'infos, on est branché en permanence, ne serait-ce que même sur les réseaux sociaux. Tout arrive. Vous n'avez jamais été démarché par les chaînes infos, par BFM et autres? Non, absolument jamais. En tout cas, une fois que j'avais terminé ce cycle de présentation des journaux d'infos, j'ai été beaucoup démarché à l'époque où je présentais les infos sur Canal et à l'époque de Plus Clair. On m'avait proposé effectivement les JT de TF1, de France 2 à 13h, 20h. Oui. Et pourquoi vous avez dit non? Parce que je trouvais que c'était trop jeune et je pense que voilà, il faut une certaine maturité quand même pour présenter, il faut être très solide et à l'époque j'étais toute jeune journaliste, j'avais 32 ans, je me sentais pas du tout capable d'endosser cette Torio qui a refusé absolument, mais je pense que c'est très très sage. Très sage, oui. De ne pas mais est-ce que je suis toujours sous-perf? Oui, vous êtes toujours sous-perf de l'info et en particulier j'imagine que vous avez suivi ce qui s'est passé aux États-Unis. Ah bah je l'ai suivi jusqu'à 2h du matin, d'ailleurs j'étais très fatiguée le lendemain. Oui, moi aussi, c'était captivant et de voir... C'est absolument terrifiant. Et la suite, et en même temps très prévisible. Oui, absolument, mais ce qu'on apprend aussi sur l'organisation. Oui, c'était très organisé. Très organisé. Et hier, je ne sais pas si vous avez vu Nancy Pelosi qui demande effectivement l'impeachment. On va en reparler nous. Mais apparemment, elle était visée pour être assassinée. Pas assassinée, mais en tout cas pour être. C'est une cible. C'était une cible, absolument. Et elle raconte que ses collaborateurs se sont cachés sous des bureaux pendant 2h30 dans le noir, en ayant peur effectivement d'être attaqués, séquestrés et autres. Pardon. Bon, mes deux prochains sons vont vous faire sourire. 4 ans où on attise la haine. Ouais. Voilà. Oui, mais 4 ans pour lequel où le peuple a voté. Bien sûr. Et 70 millions ont toujours voté pour lui. 74 millions, exactement. Ça vous effraie? Ce qui m'effraie, c'est les fake news. C'est toute cette mouvance de QAnon, de contre-information qui est extrêmement préoccupante. Ouais. Parce que le mensonge finit par devenir la vérité. Au contraire des patriotes trumpistes, il a tout fait, lui, pour ne pas contaminer sa population. Alors, c'est vous qui me l'avez envoyé, Valérie. Le maire de La Roche-sur-Molière, Éric Berlivet, a présenté ses vœux. Alors, je vous explique, Daphné. Il est dans un camion avec un haut-parleur à cause du Covid. Et au son de la compagnie créole, il a présenté... Patrick Sébastien. Et Patrick Sébastien, il a présenté ses vœux à ses ouailles. C'est festif. Voilà.
Voilà. Bonne année Daphné, bonne année 2021. Bonne année. Et pour finir, notre chouchou encore frappé, Sandrine Saroche, qui est sur Paris Première, a présenté ses vœux à sa façon. Oh, la pauvre Sandrine, elle est un peu nostalgique, notre Sandrine Saroche, Valérie. C'est un peu l'été indien dans son cœur. Dans sa robe longue, Marlène faisait onduler son lissage brésilien. Je me souviens, tout allait bien jusqu'au moment où Morissette a demandé d'un ton badin « Et toi, t'en penses quoi du vaccin ?» Moderna, Pfizer ou AstraZeneca. On les attendra encore lorsque Macron sera mort. Voilà. Sanofi sera au point si tout va bien. Vers la fin 2021. Quel talent, Sandrine Saroche. Elle a beaucoup. Elle a le talent de chanter faux, je trouve ça formidable. Et de l'assumer. Et de l'assumer. Alors, tout à fait autre chose, Daphné Roulier, avec vous. Donc, vous êtes journaliste, vous avez plutôt l'habitude d'interviewer les gens et vous le faites fort bien. Les grands entretiens de Daphné Roulier sur LCP à partir du 17 janvier. Alors, il y a Maïtena Biraben, il y a Yves Tréhard aussi qui sont sur LCP et qui réalisent de grands entretiens. Vous, c'est le thème de la résilience. C'est un thème difficile, avec des personnalités qui ont accepté de vous répondre. Gérard Garouste, Alexandre Jardin, Françoise Nyssen, Olivier Rollinger, Sylvain Tesson. Moi, j'ai eu la chance d'en voir 3 et je suis restée vraiment scotchée parce que c'est très très fort. Ce sont des entretiens très forts. Donc déjà, le thème de la résilience, j'ai dit que c'était difficile. Comment est-ce qu'ils ont accepté de vous répondre? Ça a été compliqué pour eux? Parce que la résilience, ça veut dire qu'ils ont eu quelque chose de grave qui s'est passé dans leur vie. D'abord, l'idée est venue du fait que je pense, l'actualité malheureusement ne nous démentit pas, qu'on va être amené à être confronté à des cataclysmes majeurs avec le réchauffement climatique. On en voit les répercussions tous les jours. Et il se trouve que notre génération et celle de nos parents n'ont été confrontées ni à l'exode, ni à l'exil, ni à la guerre, ni à la faim. Enfin, grosso modo, on est une génération, et celle de nos parents, qui ont vécu le sida, le chômage, mais pas de cataclysme majeur. Et je trouvais ça très intéressant de donner la parole à des gens qui, eux, ont été confrontés à des drames et qui ont réussi à la fois à métaboliser la douleur et à en faire quelque chose. Parce que cette parole-là, dans une société qui est à ce point polarisée, fissurée, fracturée, et dans ce bruit ambiant, vous parliez de perfusion à l'info, on est constamment bombardé d'infos tout le temps, en permanence, et en fait il n'y a plus vraiment de production de discours. On n'a plus le temps de s'arrêter, de réfléchir, de se poser, et je trouvais que cette parole-là, elle est intéressante à la fois comme lien social, comme elle ne peut pas avoir valeur d'exemple parce que je pense que le parcours des uns et des autres, un cas particulier, mais en tout cas, elle me semblait importante et je suis allée proposer, enfin plus exactement Guylaine Chenu, la directrice des programmes de LCP, est venue me voir en me demandant sur quoi tu aimerais travailler. Et je trouvais que alors le mot résilience est un mot aujourd'hui qui est fourre-tout, qui était utilisé à tort et à travers, qui a presque perdu son sens. Résilience ou transcendance, comment est-ce qu'un individu confronté à une difficulté majeure va parvenir non seulement à la métaboliser, mais à la sublimer. Et en produire et à s'en sortir, grâce à ça. Françoise Nyssen, c'est extrêmement fort. Elle a perdu son fils à l'âge de 18 ans, qui s'est suicidé. Elle est d'une sincérité et puis elle est surtout solaire. Elle est extraordinaire, cette incroyable, femme. Elle dégage quelque chose et c'est un autre aspect des gens, une autre image. Alexandre Jardin, parfois, qu'on voit aussi comme un feu follet, qui est exactement à l'inverse de l'image. Absolument. Oui, qui raconte des choses incroyables. Moi, c'est ça, c'est qu'on les a jamais vraiment entendus comme ça. Moi, j'étais très très surpris de regarder. Est-ce que finalement, vous pensez que tout démarre avec la première question? Moi, j'ai vu que vous faisiez très attention à votre première question dans les trois. Je fais attention à toutes les questions. la première et la dernière. Vous
savez, les grands entretiens de LCP, ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que en fait, c'est tourné en temps réel. Il y a quasiment absolument pas de montage. Que je voulais savoir, voilà. Contrairement aux entretiens que je faisais pour France Inter, La vie est un jeu, où il y avait du montage. Je tournais 1 heure et j'en gardais 45 minutes. Enfin, je pouvais en tourner moins, mais en tout cas, je me laissais la possibilité d'avoir du gras, de la marge. Là, en l'occurrence, ce que Guylaine Chenu a voulu mettre en place, c'est un dispositif qui est un voyage. Donc, si l'individu en face de vous, votre invité, est un diesel, eh bien, c'est un diesel. Et s'il faut attendre 20 minutes pour qu'il dise quelque chose, et la première question est importante parce qu'il faut rentrer directement dans le vif du sujet, sans préliminaire, sans préalable, sans les mettre à l'aise. Et il se trouve que moi, je ne veux pas rencontrer mes invités avant. Je ne veux pas faire ce que vous, tout à l'heure, on s'est rencontrés dans la loge et vous me dites on va pas faire l'interview avant l'interview. Moi, je suis exactement comme ça. Je pense qu'il faut que ça soit spontané, que rien ne soit artificiel, rien n'est préparé. Donc, quand je les rencontre, je les ai eus au téléphone pour les convaincre, mais c'est la première rencontre. Et tout se passe en plateau, sans que rien ne soit monté. C'est-à-dire que si on enlève 1 minute, c'est le bout du monde. Donc effectivement, la première question est importante parce qu'il faut rentrer dans le vif du sujet d'emblée, de façon la moins violente possible. Mais pour Françoise, c'était compliqué parce que c'est le suicide d'un enfant, donc sans doute ce qu'il y a de pire dans l'existence. Enfin, moi, je ne peux pas imaginer la perte d'un enfant. Pour moi, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Et donc, j'ai commencé avec Françoise, non pas par une question, mais par la musique. Une musique qu'aimait son fils, David Bowie. Et c'est très émouvant parce que d'emblée, voilà, on rentre dans l'interview comme ça, par la musique. Françoise Nissen, que je ne connaissais pas, elle est assez extraordinaire parce que son fils avait des troubles neufs, dysgraphiques, dysorthographiques, dyslexiques. Et en fait, elle s'est rendue compte, il y a 20 ans, que l'école était très indifférente à la différence. Et son fils a été... la scolarité de son fils a été un gymkhana. Ça a été l'école de l'humiliation. Il a été confronté à des profs, en tout cas des enseignants, des instituteurs, qui ont été extrêmement durs avec lui et qui, au lieu de l'accompagner et d'accompagner ses différences, l'ont cassé. Et c'était un enfant différent, c'est un enfant précoce, surdoué, qui aurait dû sans doute être accompagné au lieu d'être brimé. Et elle a créé l'école du domaine du possible en mémoire de son fils. Alors, elle en parlait déjà avec son fils, qui trouvait que l'idée était absolument formidable, mais l'impulsion de cette école est venue à la mort de son fils. Et aujourd'hui, elle propose dans cette école une pédagogie totalement alternative, liée à la nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu que ça soit extrêmement scolaire et que les enfants apprennent les mathématiques, la science, la biologie, la philosophie au travers de bouquins, tout se passe au travers du sensible, du sensoriel, de l'expérience. C'est assez extraordinaire. C'est ce qui ressort effectivement de chacune de ces interviews, c'est comment, ce que vous disiez au début, ils ont réussi à transformer ce qui pouvait être un handicap très lourd. Alexandre Jardin avec des parents qui ne sont pas sans rappeler, je ne sais pas si vous l'avez lu, le livre de Camille Kouchner, sur cette espèce de liberté complètement dingue d'enfants qui n'étaient pas. Il a vécu dans une hypersexualisation. Absolument, c'est assez. Mais fou, c'est le procès le livre de Camille Kouchner, au-delà de l'histoire de son frère, c'est le procès d'une époque, d'un milieu et d'une génération. Alexandre Jardin, c'est invraisemblable. Alors, Alexandre Jardin, il a vécu effectivement avec un père, d'abord une mère polyandre, qui avait une maison de campagne, vers de l'eau, où chacun de ses amants avait sa chambre. Il y avait 5 chambres, toujours remplies. Les enfants prenaient leur repas le week-end avec les amants. Tout ce petit monde s'entendait très bien. Le père avec des maîtresses, la mère avec des amants, la grand-mère demandait, quand ses petits-enfants venaient à Vevey dans la maison de vacances, elle demandait à ses petits-enfants de taper sur le radiateur pour la prévenir de leur coït respectif. Et elle fabriquait des préservatifs avec des boyaux de porc. Donc
c'était une espèce d'hypersexualisation constante. Par ailleurs, ce qui est intéressant dans le cas d'Alexandre Jardin, son père meurt à 15 ans, sa mère, le lendemain ou le surlendemain du décès de son père, l'éloigne et l'exile en Irlande, où il est sur le point de se suicider. Et il devient, à son retour, il commence à écrire, et finalement, il décide d'affabuler sa vie pour vivre dans une réalité augmentée. Il vit dans le mensonge. Il vit, et comme le mensonge, il vit dans une réalité augmentée. Il décide d'affabuler sa vie. Il faut vraiment regarder. On ne va pas trop dévoiler parce que moi j'ai découvert beaucoup de choses. La réalisation, il faut expliquer, est extrêmement forte dans le noir où il n'y a que pratiquement les visages. Aucune distraction. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit après les interviews? Quand ils sont sortis de l'interview, beaucoup ont été très remués, secoués. Étonnés de ce qu'ils avaient pu vous confier. Olivier Rollinger était extrêmement troublé parce qu'il a dit quelque chose en plateau qu'il n'a jamais eu envie de dire pendant 40 ans, et il l'a dit. Donc ils étaient. Dites pas. Donc je ne dis rien. Non, je ne dis rien. Non, c'est forcément des moments à la fois remuants, bouleversants. Ce que moi j'ai absolument à tout prix voulu éviter, c'est l'obscénité. Oui. C'est pas du tout ce qui en ressort. C'est au contraire je voulais du sensible, une très grande dignité. Mais vous devez être terriblement malheureuse avec la télé actuelle où tout le monde donne son avis, où il n'y a plus de journalistes, il y a des chroniqueurs, des spécialistes. Et c'est pour ça que j'en fais tout va très vite, voilà, absolument. Ou que j'en fais dans des. Ce qui m'a intéressé à LCP, c'est d'avoir le temps et d'avoir le temps. LCP, elle est intéressante parce que c'est à la fois une chaîne de débat et où on vous laisse le temps long. Donc en termes de production de discours, ça n'a rien à voir. C'est plus le bruit et les petites phrases. Donc ce sera à partir de dimanche 17 janvier, 31 janvier, Françoise Nyssen, Olivier Rollinger, et dimanche 14 février, Alexandre Jardin et Marie-Agnès Gillot. Et allez voir sur LCP, c'est une chaîne où il y a des émissions formidables dont on ne parle peut-être pas assez. Donc voilà, on avait envie de vous recevoir ce matin. Puis il y a le replay, absolument. Mais allez voir ces portraits, ces interviews sensibles, dignes et très émouvantes. Merci beaucoup, Daphné Roulier, d'être venue ce matin.